Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Barako. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous retrouvez votre matinale Nasuba sous son format campagne électorale pour le compte des communales et municipales du 17 prochain. C'est l'actualité du moment. Nous ferons cette matinale revue avec le reste du temps. À suivre dans un instant l'édition complète du journal, le 7h de Radio Parakou avec Colombe Amadi qui est déjà dans ce studio. Bonjour Colombe. Bonjour Aziz Aladé, bonjour amis auditeurs. C'est le dernier numéro de la semaine de Nasuba. Vous étiez avec nous depuis lundi. Oui. La forme, ça pète. Ça pète la forme. Bien sûr. C'est le dernier virage de la semaine. Et là, juste après le point de l'actualité, je vous reviens avec l'horoscope du jour, puis en nouvelle diffusion, un plateau débatteur. Gédéon Biaou conduit techniquement cette émission mise en onde YouTube. Jules Sobago qui est à la caméra. Et en attendant la suite des autres rubriques, Colombe, nous voici dans le studio, le 7h. Le journal. Infomatin, Colombe Amadji. Vendredi 8 mai 2020, bienvenue à la première session de l'actualité sur la station régionale de l'ORTB. Au sommaire, l'école béninoise rouvre ses portes lundi prochain. Quelques acteurs du système éducatif font leur appréciation au sujet de cette décision gouvernementale. Plaidoirie du président de l'association des consommateurs à l'endroit des promoteurs d'établissements scolaires privés et sociétés de téléphonie mobile pour une baisse des modalités des frais de scolarité et de la baisse du coût Internet. En Libye, lancement d'une série de frappes aériennes à Misrata, une ville de la Libye. Bonjour, madame, monsieur. La décision de réouverture des classes dès lundi prochain est diversement appréciée dans le rang des acteurs du système éducatif. Syndicalistes et parents d'élèves se prononcent dans ce reportage de Alexandra Tchotan. Pour le psychopédagogue Jean-Claude Houmenou, la préparation de la reprise des cours a des aspects psychologiques, intellectuels et physiologiques. Je vais commencer par les aspects physiologiques. Il faut que dès à présent, les parents fassent reprendre à leurs enfants apprenants les habitudes de rythme biopsychologique qui étaient les leurs avant départ forcé en congé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pendant qu'ils allaient au cours, ils avaient des habitudes en matière d'heure de réveil, de préparation pour se rendre en classe. Ils avaient des habitudes d'heures de repas, notamment de dîner. Il faut que dès à présent, donc, les parents fassent reprendre ces habitudes aux enfants. Ceux qui se levaient à 5 heures du matin, il va falloir que dès maintenant là, ils reprennent ces habitudes de se réveiller à 5 heures du matin, à 6 heures, ainsi de suite. En ce qui concerne la préparation intellectuelle, les apprenants doivent reprendre cahiers et documents pour des révisions, préconise le psychopédagogue. Ceci pour une accélération des situations d'apprentissage à la reprise. Jacob Toudonou, directeur départemental des enseignements maternels et primaires du Borgou. On saura comment aborder ce que nous appelons les savoirs essentiels. Lorsque je dis les savoirs essentiels, c'est que nous avons au moins déjà une chance où le programme a évolué déjà comme cela se doit et où les enseignants tendaient pratiquement déjà vers la fin des programmes avant que ne survienne cette pandémie. Et même quand vous prenez même certaines les classes du CM2, du cours moyen, deuxième année, ceux qui vont à l'examen, il faut dire que la plupart ont déjà pratiquement fini le programme et s'apprêtaient maintenant alors aux activités d'intégration, de révision, déjà quand la pandémie est arrivée. Jean-Claude Houmenou, professeur de psychopédagogie à l'université d'Abomey-Calavi. Ils doivent insister auprès de leurs enfants sur la nécessité de respecter strictement les mesures
de prévention indiquées par les autorités gouvernementales et scolaires. Donc, notamment le port du masque, le lavage des mains, parce qu'il va de leur sécurité sanitaire, de leur sécurité physiologique. Le respect strict des mesures barrières contre le Covid-19 doit être observé dans tous les établissements d'enseignement. Vous avez suivi plutôt un reportage de Vitis Aouré sur les dispositions à prendre par les apprenants et parents d'élèves pour une reprise dans un contexte de coronavirus. Revenons au sujet initial. La décision de réouverture des classes dès lundi prochain est diversement appréciée dans le rang des acteurs du système éducatif. Syndicalistes et parents d'élèves se prononcent dans ce reportage de Alexandra Chotan. C'est une décision courageuse qui vient d'être prise par le gouvernement, à entendre Thierry Dovonou, secrétaire général du SINAPEC Bénin, le syndicat national des professeurs permanents et contractuels du Bénin. La réouverture de l'école est une nécessité parce que cet ascenseur social qu'est l'école ne peut pas rester longtemps fermé parce qu'on risque de créer de dommages graves aux Béninois. À la Confédération des organisations syndicales indépendantes, les réactions sont tout autres. Honora Dabli, SG Kosi Bénin, section Borgou. Pour notre part, c'est une décision qui ne nous réjouit pas, nous laisse sur notre faim. Même si nous notons des éléments positifs dans cette décision, des inquiétudes et des incertitudes subsistent quant aux effectifs pléthoriques dans les classes que dans les cours de récréation des établissements qui n'ont même pas encore reçu les subventions pour faire face aux dépenses urgentes nécessaires aux mesures de sécurité. Du côté du SINAPEC, l'on est beaucoup plus optimiste. Thierry Dovonou. Pour le primaire, nous comprenons qu'il y a une rentrée progressive, en commençant par les classes d'examen, puis après les classes intermédiaires. Bon, là où se trouve le grand problème apparent que certains peuvent soulever, c'est les collèges. Tout le monde démarre en même temps. Alors moi, je dis qu'il n'y a pas péril à la demeure. Étant donné que le gouvernement lui-même a dit qu'il ne faut pas avoir des réunions de plus de 50 personnes, alors le problème est très simple. Les emplois du temps doivent être refondus. Il est vrai, les directeurs auront des problèmes de salle de classe, mais ils sont obligés de faire des demi-classes pour que la principale recommandation du gouvernement qui demande à ce qu'on mette les distances de 1 mètre entre chaque individu dans les réunions puisse être respectée. Donc, on aura une élève par table. La limite de distanciation constitue une inquiétude partagée des parents d'élèves. Quelques-uns rencontrés se prononcent. La reprise des cours, c'est bon pour nous les parents d'élèves parce que si les enfants n'ont pas avancé les classes, nous perdons encore. C'est bien, mais est-ce que les gens peuvent respecter les prescriptions du gouvernement? Les salles de classe doivent être aérées, les écarts 1 mètre. Les gens n'ont qu'à donner des instructions fermes pour que par salle 25 personnes et qu'on respecte les distances comme on le voit à la télé dans les pays développés. Élargit le test de dépistage systématique aux apprenants. Telle est l'autre doléance des acteurs du système éducatif. Ils plaident pour un accompagnement réel de l'État dans la mise en œuvre des mesures barrières au sein des établissements scolaires. Édition matinale, les activités se relancent à petits pas au Bénin avec la pandémie du coronavirus. Dès lundi prochain, l'école béninoise rouvre ses portes pour le grand nombre. La revue des modalités des frais de scolarité, la baisse du coût de l'Internet sont entre autres sujets qui préoccupent le président de l'Association des consommateurs. Il a notifié à travers ce reportage de Boniface Biaou présenté par Aziz Alagbe. Une reprise des classes apaisées et exemptes de tout stress relatif à la pression pour non-paiement des frais de scolarité, c'est le vœu de Robin Akrombessi. Le président de l'Association des consommateurs du Bénin fait cette plaidoirie suite à la décision de la réouverture partielle des écoles, collèges et lycées annoncée par le gouvernement. À la reprise des cours, nous aurions bien souhaité que l'État travaille à ce que les écoles, les centres de formation ne harcèlent pas les parents d'élèves ou les élèves, surtout ceux qui sont en classe d'examen, au motif de dettes impayées
de scolarité. Il est décidé que les étudiants ne reprennent pas, mais qu'ils aient accès à des cours en ligne. À ce sujet, le président de l'Association des consommateurs du Bénin exhorte le gouvernement à revoir le coût de la communication, surtout celui d'Internet. Ce moyen très sollicité par tous par ces temps de pandémie. Au plan des télécommunications, la première chose que nous aurions bien souhaité que l'État puisse subventionner, c'est l'accès à l'Internet. L'État peut trouver les formules les plus appropriées pour que l'Internet, qui est devenu l'outil le plus utilisé aujourd'hui, puisse revenir moins cher. D'ailleurs, il y a une étude faite par Eforeai pour l'accessibilité à l'Internet qui, je suis persuadé, doit avoir déjà révélé que les coûts actuels sont un frein pour le développement du secteur. Si nous voulons passer aux usages du numérique de façon exponentielle, eh bien, il aura fallu que l'État s'y attelle. Robin Akrombessi loue également les efforts déjà fournis par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Rendons-nous à présent au chef-lieu du département de la Donga, Djougou, une ville située au nord-ouest du Bénin et une ville commerciale du département de la Donga. Les habitants, essentiellement des musulmans, vivent du transport. Sur le plan politique, depuis l'avènement de la décentralisation au Bénin en 2003, la ville a connu 5 maires. La carte postale de la ville de Djougou, c'est avec Solange Kaï Alagbé. Djougou, 3966 km², population 267 812 habitants selon le recensement de 2013. La commune compte 12 arrondissements, Bareilles, Parienou, Bougou, Bélé-Fungou, Djougou 1, Djougou 2, Djougou 3, Kolokondé, Anclou, Patargo, Pélibéna et Sirou. Le dandi est la langue la plus parlée. C'est une ville essentiellement musulmane. Les femmes portent le voile intégral ou hijab et la burqa. Ici, le fort des habitants reste le transport des marchandises vers le sud du Bénin et les autres pays de la sous-région. Les femmes, elles font du commerce. Le plat préféré des habitants reste les yams pilés accompagnés de sauce d'arachide. Sur le plan politique, la cité des Pétonies a connu 5 maires depuis la décentralisation en 2003. La première mandature avec Bio Ouourou, deuxième mandature Michael Bassabi Diarra, troisième mandature Michael Bassabi Diarra, Alassane Zoumarou et Abishai Abraham Akpala. Il faut préciser que le premier maire de Djougou n'a pas terminé son mandat pour cause de décès dans un accident de la circulation. Alors, Michael Bassabi Diarra a été élu pour finir son mandat en 2013, avant d'être réélu pour la deuxième mandature. La troisième mandature a été beaucoup perturbée par des destitutions en série de Michael Bassabi Diarra, qui a été réélu pour la troisième mandature. Son remplaçant, Alassane Zoumarou, a été à son tour destitué et l'actuel maire Abishai Abraham Akpala a pris sa place en novembre 2017. Quelques nouvelles hors du Bénin. On commence par la Libye. La nouvelle opération de l'armée nationale dirigée par Khalifa Haftar a été lancée dans la nuit du 7 mai avec une série de 18 frappes aériennes visant la ville de Misrata. L'académie militaire de la ville, son centre d'opération dirigé par des soldats turcs ainsi que les dépôts de munitions à l'aéroport ont été visés. Ces derniers ont provoqué une forte explosion. Les dépouilles de 2 soldats turcs auraient été transmises à l'hôpital de Misrata. Après cette première série de frappes visant Misrata, l'aviation de l'ANL a pionné les positions des forces du gouvernement d'union nationale dans plusieurs villes, à savoir Zliten, Gayane, Edjelat et Zouara. Quant à la capitale libyenne, elle a connu une nuit très violente et a été bombardée à la tuerie lourde. Des témoins font état de fortes déflagrations dues à l'explosion des dépôts d'armes suite au bombardement.
Selon eux, les combats sont inédits. Plusieurs habitations ainsi que des véhicules ont été touchés. Le GNA déplore la mort de plusieurs civils. C'est un cri d'alarme qu'a lancé le ministre de l'économie du Brésil. Le pays risque un effondrement économique d'ici un mois en raison du confinement induit par la pandémie de coronavirus qui progresse rapidement et de la désorganisation de la production qu'il provoque. L'alerte est sérieuse, a prévenu le ministre de l'économie. D'ici à 30 jours, il se pourrait que les choses commencent à manquer sur les étagères des magasins, que la production soit désorganisée et qu'on entre dans un système non seulement d'effondrement de l'économie, mais de désintégration sociale. Ce vendredi s'achève ainsi, Madame, Monsieur, le rappel des titres. L'école béninoise rouvre ses portes lundi prochain. Quelques acteurs du système éducatif ont fait leur appréciation au sujet de cette décision prise par le Conseil des ministres du mercredi dernier. Plaidoirie du président de l'Association des consommateurs du Bénin à l'endroit des promoteurs d'établissements scolaires privés et des sociétés de téléphonie mobile pour une revue des modalités des frais de scolarité et de la baisse du coût d'Internet. En interactualité en Libye, lancement d'une série de frappes aériennes à Misrata. Assistance technique de cette édition, Gédéon Ifakore de Biaou, Colombe Amandio Micro. Madame, Monsieur, très bonne journée du vendredi, surtout à la communauté musulmane. Voilà, mesdames et messieurs, pour la part de l'actualité. Colombe, nous vous souhaitons un agréable week-end. Merci Aziz Alabé. Un mot à l'endroit de tous ces auditeurs qui te suivent depuis lundi. Un mot à l'endroit, c'est de garder le cap et de toujours respecter les mesures barrières pour le coronavirus. Merci à vous Colombe Amadi. Ensemble avec vous, nous passons à la rubrique horoscope du jour. C'est Claudia Dandé qui signe les prévisions astrologiques. Horoscope, c'est avec Claudia Adondé. Amis auditeurs de Nansouba, bonjour. C'est le conseil des astres. Bélier, vos doutes s'estompent et cela vous met du baume au cœur pour aller de l'avant. Vous éprouvez une envie irrésistible de déguster les plaisirs de l'existence. Ne commettez pas trop d'excès, pour autant, vous pourriez le regretter. Taureau du signe, vous êtes décidé à affronter des questions importantes et vous saurez entraîner votre entourage. Il serait positif de regarder objectivement quelle est votre hygiène alimentaire pour redresser certains déséquilibres qui vous nuisent. Gémeaux, il est bon de résister à l'envie de faire des confidences à n'importe qui. Gardez privé votre vie privée. Bonjour Cancer. Des conditions particulières font que vous devez assumer rapidement une demande ou une mission. Ne vous sentez pas pris au piège. Les astres vous permettent de réagir avec beaucoup d'à-propos. Attention Lion, à trop vouloir réduire les frais, vous vous privez de tout et par la même occasion, vous privez vos proches. Que vous preniez soin de votre budget, c'est compréhensible. De là à vous brimer, il ne faut pas exagérer. Vierge du signe, en ne laissant rien au hasard, vous parviendrez à enclencher très facilement des solutions satisfaisantes. De bonnes énergies se fédèrent autour de vous, sachez les repérer. Balance, vous réussissez à convaincre. Vos idées séduisent. Continuez, vous devriez pouvoir commercialiser vos projets. Les autres sont réceptifs. Restez motivés sans aucune modération.
Amis auditeurs, si vous êtes du signe Scorpion, ce que vous ressentez est plus important que ce que vous pensez. Vos émotions disent toujours la vérité. Exprimez vos vérités personnelles. Sagittaire, nous sommes à vous. Il vous suffit de prendre conseil auprès des bonnes personnes et de saisir les occasions. Vous ne rencontrez aucune difficulté, c'est la facilité qui vient à vous. Gardez votre motivation. Capricorne, c'est tout en douceur et sans encombre que vous arriverez à convaincre sur une question épineuse. Le contact avec la terre et la nature vous serait particulièrement régénérant aujourd'hui. Amis du signe Verseau, évitez de passer pour un adversaire de taille face à certains concurrents car vous n'avez pas les moyens ni l'envie de rivaliser. Il vaut mieux provoquer le manque d'intérêt que la compétition. Poisson, vous vous sentez moins stressé et vous êtes plus disponible pour les autres. C'est le moment de passer du bon temps avec vos proches. C'était les conseils des astres. Amis auditeurs, très bon week-end à chacun et à tous. N'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre Claudia Adandé qui vous rappelle les mesures barrières, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, bien sûr. Une virgule musicale, je vous la propose et vous l'avez senti déjà, DJ Viké, Gustave Gbeno Viké de son vrai nom. C'est bien lui, on ne le présente plus, le fils d'Atié, mais le citoyen béninois ou encore le véritable précurseur de la musique africaine. La roue tournera et avec elle le temps, c'est le titre que je vous propose comme pour dire no condition is permanent. Aucune condition n'est permanente, la roue tourne et elle tournera toujours. Mon frère de l'autre bout du continent africain, d'Angola, de Rhodésie ou de l'Afrique du Sud, opprimé du monde entier, ne perdez jamais espoir. Tant que la terre tourne, la roue tournera toujours. Nous serons assez forts pour contrer le vent qui court. Le soleil luira enfin pour nous, nous aurons la liberté. Je ne cesse d'appeler les vaudous à mon secours, mais à mes cris d'angoisse, ils répondent par le silence. Le ciel n'a pas d'oreille, il ne peut rien pour personne. Il me faut compter sur moi seul et sur le temps. Nous serons assez forts pour contrer le vent qui court. Le soleil luira enfin pour nous, nous aurons la liberté. Désir de prendre part aux fruits de l'usurpation. Les rapaces du monde entier nous font des jeux hypocrites. Ils parlent de justice et de l'amour du prochain. Et contre des lingots d'or, ils nous laissent à nos sorts.
Vous suivez bien, mesdames et messieurs, Radio Parakou, Gégé Viké qui nous chante La roue tournera. Le soleil luira enfin pour nous, nous aurons la liberté. Retenez bien ceci, les hasards et vicissitudes de la vie font passer quelqu'un de la réussite à l'échec ou inversement. La roue qui tourne symbolise l'avancement perpétuel, celui du temps au cours duquel les choses évoluent, en bien comme en mal également. C'était bien Gégé Viké, né en 1944 à Tiémé, c'est dans le département du Mono. Et son album le plus connu, je ne le présente plus, Gégé Viké, le chantre de la négritude et sa guitare africaine. L'homme est parti un 15 mai 2013, si mes souvenirs sont bons. Bientôt 7 ans, cette année, que le gentleman est parti. Mais retenons que l'artiste ne meurt point. Nasouba se poursuit, 7h25. Nous allons installer le plateau de discussion. Le travail invisible, c'est de cela qu'il sera question. Le cas de la femme au foyer intéresse mes débatteurs. Abdoulaye Moumouni Yakoubou et Félicité Niaba citaient le 3 avril 2019. 3 avril, je précise bien, 2019, au lendemain de la journée mondiale du travail invisible. Nous vous proposons le plateau de discussion en nouvelle diffusion. Ça se discute. Ça se discute. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Confortablement installés dans ce studio, mes invités, ils sont déjà là. Félicité Niaba, chef division production au service des langues nationales. Bonjour Félicité. Bonjour Aziz et bonjour à tous les fidèles auditeurs de Nasouba. Abdoulaye Moumouni Yakoubou du desk Société au service de l'information. Bonjour. Bonjour Aziz Alagwe, bonjour à tous les auditeurs. C'est un plaisir de vous retrouver une fois encore. Hier, 2 avril, la communauté internationale a célébré bien sûr le travail invisible, ce genre de travail qui existe bien mais pas reconnu par les conventions, pas reconnu par la loi. Alors, qu'est-ce que ça vous dit déjà, Félicité Yaba, d'accorder une journée à ce type de travail? D'abord, c'est louable d'accorder une journée à ce type de travail parce que quand on parle de travail invisible, apparemment on a l'impression que c'est un travail qui n'existe pas. Je suis. Il y a certains auditeurs qui l'ont dit ce matin. Un travail fantôme. Oui. Donc il faut une journée pour reconnaître et surtout faire remarquer aux gens qu'il y a ce genre de travail qu'on doit considérer, c'est donner une valeur à ce genre de travail-là. Et je crois que c'est très louable l'initiative de ceux qui ont voulu consacrer à ce travail une journée. Abdoulaye Moumouni Yakoubou, sur la question? Oui, c'est important. C'est le travail invisible. Le mot s'y prête bien. Parce que si vous n'allez pas dans un foyer, si vous n'êtes pas dans un ménage, vous ne pourrez pas véritablement toucher du doigt ce qu'on appelle le travail invisible. Mais lorsque vous vous retrouvez dans un cadre familial, dans un cadre de ménage, vous vous rendez compte effectivement que de jour comme de nuit, les femmes travaillent pour le bonheur de la famille. Les femmes travaillent pour que chacun puisse mieux se retrouver, mieux s'épanouir dans le cadre familial. Donc, c'est important. C'est un travail qui existe, mais du fait que ce n'est pas conventionné, on pense que rien ne se fait. Alors que si nous prenons les cas de certains pays dits développés, ce travail-là est tout simplement payé. Si la femme ne peut pas le faire, elle recrute une personne
qui exécute ces différents travaux et ces pays. Donc, alors que dans la majorité des cas, même dans ces pays-là, les femmes, en ce qui concerne la cuisine, la lessive, les vaisselles, rien n'est payé, mais pourtant, ces femmes travaillent. Alors, Abdoulaye Moumouni Yacoubou, si nous prenons le contexte africain, nous constatons beaucoup plus que les femmes sont sujettes à ce type de travail-là. Certes, il y a des hommes aussi qui le font. Et ici, selon vous, les hommes parviennent-ils à quantifier le travail de la femme dans le contexte africain? Non, même si ce n'est pas le contexte africain, c'est difficile. C'est difficile parce que ce n'est pas conventionné. Si c'était conventionné, on allait dire, bon, lorsque la femme reste à la cuisine de 8h à 9h ou de 9h à 10h, elle est payée par rapport à tel montant. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc les hommes, je ne suis pas convaincu que les hommes arrivent à quantifier le travail invisible. Et il faut le reconnaître, le caractère de ce travail-là aussi, c'est que les paramètres ne sont pas maîtrisés. Bien sûr. Parce que on peut... Il y a assez de variables aussi. Il y a assez de variables. On commence, on ne sait pas quand on commence et on ne sait quand on finit. Bien sûr. Nous voyons même des femmes dans certains foyers qui sont les dernières à se coucher. Bien sûr. Parce qu'il faut travailler. Les premières se réveillent aussi. Les premières se réveillent. Il faut travailler pour que la famille puisse s'épanouir. Donc je crois qu'il serait difficile, Aziz Alaboué, pour les hommes de pouvoir quantifier ce travail parce que les tâches sont énormes. Bien énormes. Félicité Niaba. Si ceci est reconnu, quelle devrait être la part de reconnaissance de l'homme vis-à-vis de la femme en ce qui concerne le travail invisible? Oui, ce que serait la part de l'homme, c'est déjà à reconnaître qu'il y a travail là. Parce qu'il y en a qui disent qu'est-ce qu'elle fait toute la journée, elle est là, on ne voit jamais ce qu'elle fait. Oui. Il faut d'abord qu'ils reconnaissent que réellement, il y a un travail qui est fait et maintenant apporter son soutien. Bien sûr. Ne serait-ce qu'au retour de la maison. Quand on parle comme ça, on a l'impression qu'il faut prendre la bassine, ou bien qu'il faut prendre également le petit pour laver, ou bien il faut aller laver la douche, ou bien il faut aller à la cuisine. Mais un petit mot de reconnaissance, tu es là, depuis le matin, c'est toi qui as fait ça là. Vraiment, du courage. Hein. Ces petits mots, d'abord, ça rehausse un peu le moral. Ensuite, bon, si c'est un homme qui est habitué aux tâches ménagères, il peut aider, il peut... dans la mesure du possible. Afrique, hein. Oui, nous sommes en Afrique. C'est pourquoi j'ai dit s'il est habitué aux tâches ménagères. Parce qu'il y en a qui ne sont pas habitués, qui ne savent pas le faire. Mais je crois que déjà la reconnaissance morale, c'est vraiment quelque chose qui aide la femme à savoir qu'elle travaille, mais qu'on lui reconnaît ça. Ah, bon travail, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, c'est bon, ça va, non? Ces petits mots-là, je crois déjà. Maintenant, si vous êtes un féru des tâches ménagères, on le voit. Sans même qu'on soit dans un contexte africain, il y en a qui le font. Non, maintenant, reste tranquille, bien le bébé est en train de pleurer. Attends, je vais le faire, je suis déjà là, je peux t'aider. Tout ça là, ça rentre dans la cohésion également du foyer. Abdoulaye Moumouni Yacoubou, lorsque nous restons toujours dans ce contexte africain, surtout la femme rurale, à ce niveau-là, ne pensez-vous pas que quelque chose soit fait à part ces microcrédits accordés à ces femmes-là, que quelque chose d'officiel, de reconnaissant puisse être fait par l'État central? Non, ce serait véritablement difficile parce que je n'ai pas encore vu le débat sur le plan international. Oui. Donc, un débat national sur le sujet, je crois que ce serait un peu plus difficile. Mais si la reconnaissance commence déjà dans le cercle familial, je crois que les lignes pourraient bouger pour aller vers le plan national. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a de ces hommes-là qui ne reconnaissent pas le travail de la femme. Moi, je pense que s'il faut même revoir le mot, la désignation, ce serait encore mieux. Parce que il est là, il vient, la femme travaille du matin jusqu'au soir, il revient, son problème, c'est peut-être pourquoi le repas n'est pas prêt, ou bien c'est prêt, mais pourquoi ce n'est pas bien couvert, ou bien pourquoi c'est salé, et trouve des petites choses. Alors qu'en de pareilles circonstances,
si l'homme revient à la maison, la première des choses, c'est la reconnaissance. Et cette reconnaissance-là, la plus grande reconnaissance, c'est d'abord d'entourer cette femme-là de beaucoup d'amour. De beaucoup d'amour, d'encouragement. Et il ne faudrait pas aussi oublier de lui faire parfois un certain plaisir. On rentre par exemple un gros pot de yaourt. Vous lui amenez ça. Elle va remettre de la ça aux enfants. Oui. Voilà encore une partie de la femme. Ça là, je parle dessus dans le contexte. Même dans nos villages, Aziz Alagbe ne me dirait pas qu'il n'y a pas de yaourt dans les villages. Mais quand même, des petits plaisirs. Même le paysan, moi je sais que nos parents, au niveau de la zone rurale, il y a certains parents qui amènent des fruits à leurs femmes pour les encourager. Et si déjà au niveau village, ceux-là qu'on pense qu'ils sont analphabètes sont aussi reconnaissants, sont éclairés pour voir l'importance du travail de la femme. Je crois que ce n'est pas au niveau des intellectuels qu'il faut faire, je ne sais pas, celui-là qui est au-dessus, le chef de ménage qui est au-dessus de tout et qui ne peut absolument rien faire. En fait, quand on constate ce qui se passe, la femme n'est pas une esclave. Elle le fait pour l'épanouissement de la famille, mais elle n'est pas une esclave. Elle a les mêmes droits que l'homme. Donc, vu sous cet angle-là, nous devons tout simplement collaborer pour l'aider à alléger ces tâches-là. Comme je l'ai dit, parce que c'est des tâches énormes et parfois même, ça ne finit pas. Elle est obligée de faire l'essentiel pour pouvoir continuer le lendemain. Donc, les hommes doivent changer de comportement parce qu'à ce niveau-là, Aziz Alagbe, il y a des problèmes. Changer de comportement, il y a de ces couples-là, Félicité Niaba, qui ont choisi, en tout cas pour soulager la femme, on se partage les tâches. Est-ce que là, ce n'est pas un début d'affaiblissement de nos us et coutumes, nos mœurs? Je ne crois pas que ça soit un début d'affaiblissement de nos us et coutumes. Puisque les enfants vont grandir Les enfants vont grandir et ils vont se mettre à la tâche également. Parce que vous convenez, il y a des foyers dans lesquels quand le papa ne touche à rien, l'enfant ne touche à rien. Et dans le contexte dans lequel on évolue également, un garçon peut-être qui sort, qui ne sait rien faire, qui doit aller à l'école. Il finit l'école, il n'est pas censé rester tout le temps dans les jupons de sa maman. Il doit sortir et il doit se débrouiller. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il va falloir, c'est vrai, nos us et coutumes, l'homme ne doit pas travailler, l'homme ne doit pas... Mais l'homme travaille. On le dit, mais l'homme travaille. C'est que quand ça devient une exagération, on trouve peut-être que l'homme fait tout à la place de la femme, c'est comme ça. Sinon, quand on va même dans nos milieux, comme l'a dit Aziz et Abdoulaye tout à l'heure, il y a des hommes, dans nos milieux même ruraux, quand il vient voir sa femme en train de travailler, mais qui fend le bois, habituellement. C'est l'homme qui fend le bois à sa femme. Vous allez me dire aujourd'hui... Pour la plupart des cas, c'est la femme. Mais chez moi, c'est l'homme qui fend le bois. Chez moi, c'est l'homme qui fend le bois. Et moi, je ne sais pas fendre le bois, par exemple. Mais mes frères savent le faire. Pourtant, on a évolué dans un milieu urbain. Au champ, l'homme peut fendre du bois, couper du bois pour le ramener à la maison. Mais pour certaines coutumes, pour certaines traditions, c'est pas à l'homme de fendre le bois. Mais il y en a qui le font. Ça, c'est pour aider l'épouse dans les tâches difficiles. Et il y a des... Vous direz même que l'homme ne peut pas changer les couches d'un enfant avec... Bon, en tout cas... Oui, il y a des rôles dévolus à la femme. Et même la femme, quand l'homme vient pour dire je vais le faire, elle dit non, spontanément, parce qu'elle sait que ça, c'est pour moi. Mais il y en a qui, quand même, l'homme peut venir à l'aide de la femme parce qu'il trouve qu'elle est harassée. Et si je vais rentrer même dans les contextes, vous parlez des us et coutumes, mais Aziz, on sait très bien que pendant le temps de carême, oui, bien sûr, à la fin du carême, l'homme reconnaît à la femme le travail en surplus qu'elle a fait. Je ne suis pas en train de galvauder quelque chose et lui fait des récompenses parce qu'il sait que pendant cette période-là, elle a eu du surpoids de travail. Il reconnaît ce travail-là. Mais si on va dans nos us et coutumes, on dit non, l'homme ne doit pas faire ci, l'homme ne doit pas faire ça. Pour cela, il faut laisser la femme. Elle va se tuer à la tâche. Abdoulaye, est-ce que vous optez pour ce partage, pour cette division du travail au niveau du foyer? Oui, moi je ne trouve aucun problème. Est-ce que vous le faites, vous? Moi je le fais.
Moi, je le fais dès que, surtout, moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est les enfants. C'est une réponse à vérifier. Moi, j'aime les enfants parce que à un moment donné, la femme, elle est beaucoup plus partagée. Elle est à la cuisine. Et les enfants sont là. Il faut prendre soin parce qu'il faut les enfants. Il faut la sécurité pour les enfants. Donc, dès que vous êtes là et que la femme est occupée, il faut tout au moins vous occuper des enfants. Et il y a aussi des aspects très, très importants. Par exemple, la femme veut soulever une charge lourde. Par exemple, de l'eau ou du bois, quelque chose. Là, l'homme doit apporter sa contribution. Mais ce qui est frustrant, ce qui est gênant, c'est que on voit de ces hommes-là qui sont prêts à ne rien faire et le soir, après avoir fini de manger encore, ils cherchent, ils appellent la femme, ils sollicitent la femme pour leur plaisir. Mais lorsque la femme dit « je suis fatigué ce soir », est-ce que ça pourra se faire le lendemain? Il s'énerve. Qu'est-ce que tu as fait de toute la journée? Qu'est-ce que tu fais tous les jours et tu es fatigué? Donc, c'est ça qui est gênant. Ce n'est pas bien. Parce que la femme, comme je l'ai dit, c'est une complémentarité. Et dans certaines religions, pour certains croyants, on dirait que, tout simplement que la reconnaissance ici est divine. Parce que je ne suis pas convaincu qu'on puisse quantifier ce travail-là. Et je ne suis pas convaincu également qu'on puisse payer à sa juste valeur le travail des femmes dans les ménages. Donc l'idéal, c'est de collaborer, c'est de les compléter et aussi c'est de leur faire souvent des plaisirs, de les entourer aussi de mots doux pour leur prouver cette reconnaissance-là. Félicité Nyaba, vous êtes femme fonctionnaire, vous êtes vous exécutez aussi de ces travaux-là. Est-ce que être fonctionnaire n'alourdit pas encore ce quotidien de la femme? Et ça n'alourdit pas. Moi, je crois que ça n'alourdit pas si vous êtes habitué et si vous savez bien répartir les tâches. Parce que si vous êtes au service, vous savez, vous finissez pour le service, vous savez ce qui vous attend. Par exemple, ce matin, j'ai déjà dégagé la plupart des travaux qui vont être exécutés. Donc, je finis, je vais rattraper les autres. C'est une question d'organisation. Ça n'alourdit pas. Tu organises ta journée selon les tâches que tu dois avoir au service et à la maison. Mais la femme fonctionnaire, hormis ses congés ou ses faveurs accordées par rapport à la loi, elle est obligée de répondre également comme l'homme aux travaux si elle n'est pas en maternité. Est-ce que là, Abdoulaye Moumouni Yacoubou, vous ne voyez pas une insuffisance de la loi? Oui, bon, on pourrait le dire. Certains pays ont compris. Et même certains pays africains ont compris, et ces pays-là ont opté tout simplement pour la journée continue, pour pouvoir donner toute la soirée à la femme et même aux parents de s'occuper de la famille. Bon, nous, on n'est pas encore à ce stade, sinon c'est difficile. Si par exemple je prends le cas du service de l'information, la femme journaliste est au même pied d'égalité que l'homme. Et ils exécutent les mêmes tâches, les mêmes responsabilités. Vu sous cet angle-là, mais quel serait le moment idéal alors pour cette femme-là de mieux s'occuper de ce travail invisible dont nous sommes en train de parler? Donc il y a défaillance quelque part. Il y a problème, donc je crois qu'à ce niveau-là, ce qu'on pourrait tout simplement faire, c'est la proposition que je viens de donner, peut-être opter pour la journée continue pour que les soirées soient beaucoup plus relaxes et pour ces femmes. On trouvera toujours quelque chose pour alourdir la journée, hein, Abdoulaye. Dès qu'on va rentrer à 14, on va se lancer peut-être dans le commerce ou se lancer à autre chose qui va encore alourdir de toutes les façons. C'est une question d'organisation. Il faut s'organiser et répartir les tâches. Je crois que comme ça, on sent moins la fatigue. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais tu pars de la base de l'éducation. Si vous avez été éduqué, moulé dans ce tissu depuis le bas âge, sachant que vous êtes femme, vous avez des prérogatives du foyer à gérer et également le travail. Je crois qu'on arrive à concilier ça dès le bas âge. Vous grandissez avec ça. Mais si c'est au beau milieu de votre vie que vous retrouvez face au foyer, aux tâches ménagères et aux tâches du service. Le danger même, c'est de confier
le travail invisible au domestique. C'est le véritable danger. Mais soit la domestique, elle est mineure, et sa place, ce n'est pas à ce niveau, elle devrait être à l'école, parce que toutes les filles doivent aller à l'école. Notre constitution stipule clairement ces aspects-là. Tous les enfants doivent aller à l'école. Maintenant, soit la domestique, elle n'est pas mineure, elle est majeure, et après, elle cherche à se substituer à la femme. On a vu plusieurs cas, parce que l'homme goûte ce qu'elle prépare. Oui, et que la femme oublie en ce moment-là son rôle. En fait, c'est ça le problème. Oui. Parce que quand il y a une aide à la maison... l'usage de domestique ou bien la sollicitation des domestiques est un obstacle. C'est pas pour soulager un peu. C'est pour soulager, mais il va falloir que la femme connaisse ses prérogatives. Parce que quand vous laissez celle-là entrer dans votre maison partout, elle se substitue à petits coups à vous. Parce que ne la laissez pas aller faire votre chambre. Et demain, ne condamnez pas votre mari de sortir à la cuisine. Même la cuisine. Elle peut apprêter. Vous venez, vous faites votre cuisine. Mais si votre mari est habitué à manger de sa sauce, c'est elle qui lave les habits du monsieur. C'est elle qui fait ci. Finalement, il va se demander, mais qui j'ai épousé si ce n'est pas elle? Et tout simplement, ça vient tout naturellement. On n'a pas condamné l'homme pour dire. Ça vient tout naturellement, puisque c'est elle qui s'occupe de tout. Et en ce moment-là, on prend le prétexte que c'est le service et on s'attarde peut-être. L'homme revient, il a ses besoins. Il vient, c'est elle qui trouve, c'est elle qui le satisfait, c'est elle qui lui donne de l'eau, c'est elle qui donne son repas. Mais il n'y a plus un pas à aller encore au lit. Que la domestique n'a pas l'occasion de sortir fréquemment. Donc, vous voulez on dit le mouton broute là où il est attaché. Donc, elle broute là où elle est attachée. Je suis contre l'option des domestiques. Je suis contre l'option des domestiques. Je suis plutôt pour la conciliation, pour la distribution, la répartition des tâches. Plutôt que pour la domestique. Parce que avec la domestique, on ne peut pas prévoir toutes les conséquences. Merci à vous, Abdoulaye Moumouni et Yacoubou. Merci également à vous, Félicité Yaba. Merci d'être passé dans ce studio pour débattre de cette question bien importante de la société et particulièrement de la société africaine. Mesdames et messieurs, nous sommes à la croisée des chemins, c'est terminé. Et c'est effectivement terminé pour ce plateau de discussion en nouvelle diffusion. C'était Abdoulaye Moumouni, Félicité Niaba qui étaient nos invités sur la question du travail invisible, le cas de la femme au foyer, surtout en Afrique. Vous avez suivi avec intérêt, n'est-ce pas? Alors, avant de prendre congé de vous, nous allons vous proposer une nouvelle fois encore ce titre qui nous accompagne depuis le matin. La roue tournera. C'est bien sûr Gégé Viquet. Mon frère de l'autre bout du continent africain, d'Angola, de Rhodésie ou de l'Afrique du Sud, opprimé du monde entier, ne perdez jamais espoir. Tant que la terre tourne, la roue tournera toujours. Un beau jour, nous serons assez forts pour contrer le vent qui court. Le soleil luira enfin pour nous, nous aurons la liberté. Je ne cesse d'appeler les vaudous à mon secours. Mes amers cris d'angoisse, ils répondent par le silence. Le ciel n'a pas d'oreille, il ne peut rien pour personne. Il me faut compter sur moi seul et sur le temps. Nous serons assez forts pour contrer le vent qui court.
le soleil luira enfin pour nous, nous aurons la liberté. Désir de prendre part aux fruits de l'usurpation. Les rapaces du monde entier nous font des jeux hypocrites. Ils parlent de justice et de l'amour du prochain. Et contre des lingots d'or, ils nous laissent à nos sorts. Mais un jour, nous serons assez forts pour contrer le vent qui court. Le soleil luira enfin pour nous, nous aurons la liberté. La roue tournera et avec elle le temps, je le disais tantôt, c'est le titre que vous venez d'écouter. La roue tournera, comme pour dire, no condition is permanente, aucune condition n'est permanente. La roue tourne et elle tournera toujours. Les choses changent, les choses évoluent. Les hasards et vicissitudes de la vie font passer quelqu'un de la réussite à l'échec ou inversement. La roue qui tourne symbolise simplement l'avancement perpétuel, celui du temps au cours duquel les choses évoluent en bien comme en mal. Nasouba a également évolué du lundi au vendredi. 5 numéros à vous proposer. Merci de nous avoir suivis avec attention. C'est bien la fin de ce dernier numéro de Nasouba. Si vous l'avez raté, rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube. Tapez seulement et c'est Nasouba et vous nous retrouverez. Bien, merci à toutes les équipes de la semaine. Jules Sogbago, Herman Agbotonou, Adif Lawani à la caméra YouTube. Partie technique, Gédéon Biao, Pélagie Aodeon, Martin Thomas Didier Aena, Marwan Sabizengi et les autres, Colomba Madji et Claudia Dandé, et qui étaient avec vous et moi toute la semaine. Cela m'angoisse bien de prendre congé de vous, mais la vie est ainsi faite. À des rencontres, il y a toujours des séparations. Je vous retrouve bientôt sur une nouvelle semaine de Nasouba. Covid-19, tout sort-tu, tout nous vient-tu, Satan, connard, coronavirus, va te faire foutre. On s'amusait bien dans notre continent, un virus nous met en confinement, on est en crise sanitaire sur la terre. Il y a un virus qui souffle dans l'air. On s'amusait bien dans notre continent, un virus nous met en confinement, on est en crise sanitaire sur la terre. Il y a un virus qui souffle dans l'air. Nous sommes en guerre contre coronavirus. On est en guerre contre la Covid-19. À vous mon peuple, respectons les consignes d'hygiène. Oh Allah, protège-nous dans ce combat.